Bonjour à tous et bienvenue sur Sciencationnel. Aujourd'hui nous allons traiter des lentilles minces convergentes et nous allons plus principalement essayer d'expliquer leur intérêt. Elles en ont divers, on va vous retrouver des lentilles minces convergentes dans le cas des lunettes, dans les appareils photo et leurs objectifs, les caméras donc, dans les lunettes astronomiques, les lentilles c'est vraiment partout. Le contexte qui m'intéresse aujourd'hui, on va s'intéresser à la sphère des armes à feu ou des répliques d'armes à feu en airsoft. Ceci est une réplique d'arme. On voit qu'il y a marqué 1 joule et Made in Taiwan. Donc ici, ce que vous avez, c'est un pistolet sur lequel vous avez une hausse, c'est l'objet qui est ici, et un guidon. Les deux doivent s'aligner dans l'espace quand l'utilisateur approche son œil. Donc ici, c'est un modèle Glock. Nous avons la hausse qui est ici, donc très proche de l'œil de l'observateur, et le guidon ici qui est plus loin, qui est au bout de l'arme ou de la réplique. Nous allons voir comment il va l'aligner. Là, on voit que le guidon est trop haut. Hop, il la baisse. Là, ici, on est dans une position qui est pas trop mal. Mais le guidon devrait être plus au centre de la hausse. Vous voyez, la hausse a un petit creux ici. Et il faudrait que le guidon soit vraiment centré sur ce creux. Essayez de vous trouver ça. Alors là, il est bien centré, mais le guidon est trop haut. Vous voyez, il dépasse. Là, il y a la tête du guidon qui dépasse de la hauteur de la hausse. Voilà. Là, c'est une position parfaite pour le tireur. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est réaliser un schéma. Ce schéma doit présenter les points qui sont à aligner pour toucher une cible en carton. Je vais vous proposer du coup de dessiner ça ainsi. Vous aurez la hausse que vous représenterez comme ceci. Le guidon, vous le représenterez comme ceci. La cible, vous pourrez faire une croix. Donc ça, c'est la cible en carton, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous pourrez représenter à un moment donné l'œil de l'utilisateur. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Maintenant, je vais vous présenter une autre méthode de visée. Vous avez observé ici le réticule rouge qui est le point qui sert justement de visée. Donc ce qu'on appelle un viseur point rouge. C'est un appareil qui n'est plus mécanique mais optique. Et donc vous allez suivre le réticule et voir ce qui se passe avec le réticule. La caméra bouge. Mais que fait le réticule ? Le point rouge va rester centré exactement sur la cible. Et pour peu qu'on ait toujours l'espèce d'écran qu'on a en face des yeux, on arrivera toujours à voir ce qui se passe. Pour ce deuxième schéma, je vais vous demander d'utiliser non plus la hausse et le guidon, mais un viseur point rouge que je vais vous demander de représenter comme ceci, à peu près d'une largeur de 2 cm. Il vous faudra aussi une cible, donc c'est la même chose, ce sera aussi une cible en carton, et bien sûr vous avez toujours besoin de vos yeux pour viser. Je vais vous laisser faire le schéma. N'hésitez pas à mettre sur pause. Reveal dans 3, 2, 1. Donc, pour l'instant, regardons ce qui se passe dans le cas de la visée mécanique. Donc, dans le cas d'une visée mécanique, nous avons l'œil, la hausse, le guidon et la cible qui doivent être alignés tous ensemble. 4 points à aligner. Dans le cas du viseur point rouge, on a la possibilité d'une marge d'erreur. Vous avez vu que la caméra se déplaçait alors que le réticule était toujours posé sur la cible. Donc cela signifie que nous avons plutôt un cône et non pas seulement une trajectoire rectiligne, mais un cône de possibilités. Pour nous déplacer un peu à gauche ou à droite. Donc les seuls points qui sont réellement alignés à 100%, c'est le viseur point rouge ainsi que la cible. Donc ici, il n'y a que 2 points alignés. Alors je vous propose maintenant de réfléchir un petit peu à quels sont les objets qui peuvent être à l'intérieur d'un viseur point rouge. Si vous avez pris le temps d'y réfléchir, je vais vous donner un petit peu la logique. C'est, première chose, il y a un laser, puisque nous voyons un point rouge apparaître sur une sorte d'écran. D'ailleurs, est-ce que c'est un écran? Puisqu'on voit à travers, c'en est pas un. On va plutôt parler de miroir semi-réfléchissant. Donc il y a un laser, un miroir semi-réfléchissant. Et la troisième étape, c'est une lentille, puisque c'est le cœur du cours d'aujourd'hui. Alors juste pour vous donner une estimation, un ordre d'idée, un viseur point rouge, ça peut aller jusqu'à 900 €. Pour un miroir semi-réfléchissant, une lentille et un laser. Vous vous rendez compte que les trois combinés avec une bonne ingénierie, une bonne technologie, une bonne technique, vous pouvez créer du coup de la plus-value commerciale.
Donc je vous propose d'étudier un petit peu le cas de ce viseur point rouge, on en verra la conclusion prochainement, ce qui clôturera cette mise en contextualisation. Pour commencer, nous allons devoir utiliser quelques définitions. Ces définitions vont nous permettre ensuite d'établir un petit peu les théories autour de ce qui se passe dans les lentilles. Alors nous avons l'axe optique, c'est l'axe de symétrie d'un système optique centré. Alors la petite rature, j'ai mis une système. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple notre œil est un système optique, il nous permet de voir. Eh bien nous avons une symétrie complètement cylindrique autour de l'œil. Normalement il n'est pas censé se passer quelque chose de différent si on constate la manière dont je vois dans cette direction que dans cette direction-là, pour un œil. Vous avez un axe de symétrie dans un vase par exemple. Donc vous tracez un axe de symétrie, vous faites une forme et puis vous faites une révolution autour de cet axe et vous obtenez la forme du vase. Donc ici, selon la flèche rouge, il n'y aura pas de différence des propriétés physiques de l'œil. Donc ça c'est l'axe de symétrie, l'axe optique. On va toujours prendre le centre de tous les objets et on va tous essayer de les aligner sur cet axe optique. C'est le principe. Ensuite, nous avons besoin d'une source de lumière. Alors nous allons étudier des sources ponctuelles. C'est une source de lumière de très petite dimension, comme un trou d'épingle dans une feuille cartonnée par exemple. Et maintenant nous passons au cœur du sujet, c'est-à-dire la lentille, ce qui vaut dans les 900 € pour un viseur point rouge, ce qui peut valoir aussi très cher dans le cas des lunettes, vous l'aurez remarqué. Alors une lentille est un milieu transparent limité par 2 dioptres. Je rappelle qu'un dioptre, c'est un changement d'indice optique. Nous avons un premier changement d'indice optique sur cette paroi-là, nous passons de l'air au vert, et ici nous avons un deuxième changement d'indice optique, du vert à l'air. Et le symbole de cette lentille sera une double flèche qui pointe vers l'extérieur. Alors ici nous allons parler uniquement des lentilles convergentes. Vous devez savoir reconnaître ce que c'est une lentille convergente par rapport à tous les autres types de lentilles. Une lentille convergente a les bords plus fins que son centre. Ici vous le constaterez, la pointe est très fine comparée au centre de la lentille. D'accord? Ici pareil, les deux bords donc sont beaucoup plus fins que le centre, le ventre de la lentille finalement. Alors essayons de positionner un rayon sur la lentille, un rayon quelconque. Qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, c'est qu'on nous a appris en réfraction qu'il fallait avoir un angle d'incidence, et pour avoir cet angle d'incidence, il nous faut une normale. Pour placer la normale, il va falloir se trouver perpendiculaire à la surface. C'est une surface plane, alors je me permets de vous donner exactement la tangente à cette surface, qui vous permet de retracer la normale. La normale perpendiculaire à cette surface tangente va nous permettre d'appliquer la seconde loi de Snell-Descartes. La seconde loi de Snell-Descartes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le rayon va être réfracté, donc il se rapproche de la normale dans notre cas présent. Et à la sortie, on a dit qu'il y avait 2 dioptres, donc encore une autre interface, du vert vers l'air. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons aussi faire la tangente à cette surface, ainsi que la normale, et nous obtenons un rayon qui a été réfracté 2 fois, et qu'on obtient à la fin. Un autre rayon, cette fois, un rayon qui lui passe par le centre de la lentille, donc pareil, nous allons placer la surface, la tangente à la surface. La normale, elle est confondue avec le rayon, donc c'est-à-dire que le rayon arrive perpendiculairement et la normale, par définition, c'est une perpendiculaire. Donc tout est complètement confondu sur la même ligne. Et c'est l'expérience que vous avez déjà tous fait. Si vous essayez avec un hémicylindre, un rayon qui a un angle d'incidence de 0 degré, il ressort à 0 degré. Donc il n'est pas dévié. Donc on refait la même chose en sortie de chaîne. Ce rayon-là n'est pas dévié. J'aimerais que vous fassiez tatouer cette phrase, ou vous la preniez par cœur, c'est au choix. Un rayon qui passe par le centre d'une lentille n'est jamais dévié. Alors, si je fusionne maintenant les deux rayons que nous venons d'obtenir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un endroit où les rayons se coupent. Cet endroit-là, il s'appelle le foyer image. Pourquoi on appelle ça le foyer? Eh bien, c'est historique. Quand les rayons du soleil touchaient une lentille, ils se rejoignaient tous à un endroit, et cet endroit permettait de faire du feu. Et du coup, le mot foyer et feu sont très étroitement reliés. C'est donc le foyer d'un feu. Alors, essayons maintenant une petite expérience où nous avons donc une bougie, une lentille et un mur qui va nous servir d'écran. Eh bien, cette bougie, quand on la déplace, on remarque que les rayons vont commencer à apparaître sur le mur. Néanmoins, les rayons n'ont pas l'air de tous montrer la même chose. Donc il va falloir régler la position de la bougie pour que l'image soit nette. C'est ce qui se passe dans le cas d'une lentille. Alors on peut remarquer plusieurs choses. Donc déjà, la distance entre la bougie et la lentille et l'image projetée n'est pas la même. Et une deuxième chose que nous remarquons, c'est que la bougie n'a pas la même taille que l'image qui est projetée. Elle est projetée en beaucoup plus grand. Un peu comme un rétroprojecteur que vous avez en cours. Il a une toute petite lentille, on lui fait passer une toute petite image, mais à la sortie, on a une image qui est d'une très grande taille.
Donc pour expliquer ce phénomène, le fait que la taille grandisse, nous allons faire des calculs, et pour faire des calculs, nous avons besoin d'avoir des mesures. Donc nous allons positionner sur une feuille millimétrée, placer une lentille, et d'instinct, on va positionner les deux foyers, donc le foyer image et le foyer objet. Alors pourquoi foyer objet? Les objets, on va toujours considérer qu'ils sont à gauche de la lentille, donc ici c'est le foyer des objets, et le foyer image, on va toujours considérer que c'est de l'autre côté, là où les images devraient apparaître. Je décide maintenant de placer une pyramide quelque part. Cette pyramide, je vais la mettre très loin du foyer objet. Je la mets ici. Bien, la seule lumière qui va passer, c'est la lumière qui ne sera pas cachée par la pyramide. La lumière sera celle qui vient ici, c'est-à-dire du sommet de la pyramide. Tout ce qu'il y a en dessous, on ne le verra pas. Donc ici, nous avons une sorte de source ponctuelle, c'est-à-dire que dans toutes les directions, on va pouvoir obtenir des rayons lumineux. Alors le premier rayon qu'on pourrait tracer, qui est le plus stratégique, serait un rayon qui serait horizontal. Un rayon horizontal qui arrive jusqu'à la lentille. Attention, la lentille étant constituée d'une autre matière, le rayon va être réfracté. Et on l'a vu, tout rayon qui arrive de manière horizontale à la lentille arrive en touchant le foyer. Donc ici, on respecte bien cette notion-là. A l'inverse, un rayon qui passe par le foyer objet arrivera lui horizontal de l'autre côté. Et je vais vous donner un troisième rayon bonus que l'on a déjà vu, vous êtes censé vous l'avoir tatoué ou l'avoir appris par cœur, c'est un rayon qui passe par le centre d'une lentille n'est jamais dévié. Et comme par magie, les trois rayons se recoupent au même endroit. Si les trois rayons ne se recoupent pas au même endroit, c'est que vous avez fait un petit problème, vous avez oublié peut-être de passer par les foyers au moment où il le fallait. Faites très attention à cela. L'objet A', c'est finalement la position de notre objet. C'est la position de notre pyramide. Dans cette conclusion, il faut bien noter trois types de rayons. Tous les rayons horizontaux doivent passer par le foyer image une fois qu'ils ont passé la lentille. Tous ceux qui ont touché le centre de la lentille ne sont pas déviés. Et les rayons qui ont traversé le foyer objet arriveront eux horizontal à l'axe optique. J'introduis maintenant une nouvelle grandeur, c'est le grandissement. Le grandissement est un nombre sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité, et il essaye de traduire de combien l'objet a été agrandi. On a vu que dans le cas de la lentille, il était agrandi de beaucoup. Par exemple, ici, si je vous mets le tracé du foyer objet et du foyer image, vous voyez que la lentille, elle permet de créer des objets qui soient très grands. Si mon écran était positionné juste ici, on verrait cette bougie, et encore mieux, si mon écran était encore plus loin, on verrait une bougie encore plus grande. Bon, le hasard fait que mon mur est positionné ici. Donc on aura une bougie qui sera de cette taille-là. Bien justement, cette taille-là, comment on va pouvoir en rendre compte mathématiquement? On va utiliser le grandissement. Donc le grandissement, c'est gamma. Gamma, c'est la lettre grecque pour G. G pour grandissement. C'est juste qu'on n'avait pas envie d'appeler ça G, on a appelé ça gamma. C'est A'B' sur AB. Alors A'B', c'est la taille de l'image, et AB, c'est la taille de l'objet. D'ailleurs, justifiez-moi en 2 secondes le fait que la grandeur gamma soit sans unité. Eh bien, nous divisons ici la même chose. A'B', c'est une distance, AB, c'est une distance, distance sur distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir faire intervenir un théorème connu, maintenant sur la chaîne Sensationnelle. Si vous ne voyez pas encore de quoi je parle, soyez attentifs. Donc gamma peut être soit plus petit, soit plus grand que 1. S'il est plus petit que 1, ça veut dire qu'on a rétréci l'image par rapport à l'objet, et s'il est plus grand que 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Donc un exemple, si l'image A'B' est 2 fois plus grande que l'objet AB, comme ici. Donc A'B', c'est l'image sur le mur qui fait 20 cm, alors que l'objet que nous avions mis avant la lentille faisait que 10 cm. Eh bien nous obtenons un grandissement de 2,0. Nous allons devoir utiliser le théorème du schlag-schlag. Vous avez des centimètres sur des centimètres, schlag, schlag, ça s'annule. Du coup, en sortie de chaîne, vous n'avez plus d'unité. Le simple fait de diviser une unité par la même unité la fait disparaître. C'est pour ça que le grandissement n'a pas d'unité. En gros, c'est comme quand vous avez votre téléphone et vous faites le zoom x2. Vous n'avez pas d'unité, c'est juste 2 fois plus grand. Si l'image A'B' est 2 fois plus petite que l'objet AB, comme ici, le grandissement sera de 0,5. Un grandissement qui, lui, est inférieur à 1. Alors, pourquoi gamma est égal à 2,0 et pas simplement 2? Ici, j'ai apporté le virgule 0 qui donne une nouvelle précision, une précision de mesure. C'est parce que j'ai importé 20 cm et 10 cm qui contiennent chacun 2 chiffres significatifs. Donc en sortie, j'aurai 2 chiffres significatifs, le 2 et le 0. Dans le deuxième cas, j'ai importé 5 cm et 10 cm. 5 cm, ce n'est qu'un seul chiffre significatif, donc je prends celui-ci comme référence. Je ne peux pas augmenter la précision de toutes mes mesures, j'en ai une qui est la plus brute, la plus grossière, et c'est celle qui va fixer la valeur que j'aurai en sortie de chaîne. 0,5, il n'y a que le 5 qui compte comme un chiffre significatif.
Je vous propose un petit exercice, déterminer graphiquement la position et le sens de l'image de l'objet AB ci-dessous par une lentille convergente. Donc vous avez le symbole de la lentille convergente qui vous est redonné, vous avez la position des foyers objet et foyer image, l'axe optique, l'objet AB. Et vous avez les mesures, ce qui fait que vous pouvez tracer ça sur votre cahier, tout simplement. Donc comment tracer ce type de rayon? Alors je vais utiliser la règle. On ne vous dit pas d'ailleurs la taille de AB. À partir du moment où j'ai touché le milieu de la lentille, je m'arrête, parce que je dois maintenant me rappeler des 3 rayons stratégiques. Les rayons stratégiques que j'ai imposés sont les suivants. C'est si j'ai un rayon horizontal, il va devoir passer par le foyer image. Donc ici, c'est à peu près ce que j'ai. Alors vu que ce sont des droites que je dois dessiner, c'est important que mon trait soit assez grand. Je m'arrête au milieu de la lentille. Je me remets horizontal. J'ai déjà une intersection. Pour ceux qui veulent s'assurer que tout marche comme il faut, on peut tracer avec le centre de la lentille. Ici, on peut regarder avec la règle. C'est à peu près aligné. Bon, vous m'excuserez pour les imprécisions. Hein, j'ai pas de décimale dans mes virgules de la règle là. A ne bouge jamais, donc on avait A', et ici B', c'est le sommet, qui se retrouve maintenant ici. Alors cette fois, on peut tout de suite prévoir que le grandissement, lui, sera inférieur à 1. Parce que A'B' semble bien plus petit que AB. D'ailleurs, faisons le calcul. Dans mon cas, nous avons A'B' qui fait 0,5 cm. Et AB qui était mon objet de base, qui lui faisait 1 cm. Le grandissement, lui, c'est donc A'B' sur AB. Et il est égal, du coup, dans ce cas, à 0,5 sur 1. On n'oublie pas les unités. Théorème du Schlag-Schlag qui nous permet maintenant de les oublier. Et nous avons donc 0,5 comme grandissement, avec un seul chiffre significatif, puisque nous avions 1 ici et 1 ici. Voilà, donc nous avons le grandissement de nous avons le grandissement, la position, la taille de l'image. Nous avons réussi à faire ce nouveau schéma. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de résoudre cet exercice-là, qui aura son corrigé en ligne. Je vous invite du coup à résoudre cet exercice et vous autocorriger. Un petit indice pour le problème, il va falloir utiliser un autre théorème que le théorème du Schlag-Schlag, un théorème que vous connaissez peut-être un peu mieux, mais qui n'est pas aussi simple. C'est tout pour moi, je vous souhaite un bon courage, ciao.